C'était le 10 novembre 1966. On est arrivé là tard le soir. On était à la maison là-bas, puis bon, j'ai mangé une soupe, ils m'ont fait voir ma chambre. Et puis après, on a visité les écuries et tout. Puis bon, le lendemain, bon, on m'a appris à travailler, à soigner les bêtes et tout. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez été ici? Et ben, je faisais tous les travaux, hein. Tous les travaux de la ferme, pendant 3 ans de temps. J'ai fait ça. C'est-à-dire labourer les champs, semer l'engrais, soigner les bêtes, tailler les haies, faire du bois, tout ça. C'était dur? C'était quand même assez dur, oui, surtout à l'âge de 13 ans, quand on commence à travailler, c'est pas évident. J'étais le domestique. On vous le faisait sentir, ça? Oui. Bah oui, je mangeais déjà pas avec eux et tout. Bon, bah, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne mélangeaient pas, quoi. Puis j'étais pas tout seul là, parce que j'avais un collègue réunionnais. C'est par une ferme au-dessus, d'ailleurs, qu'ils ont pu m'avoir, ces gens-là. Parce qu'il y avait un réunionnais qui était placé au-dessus, là. Alors, ils avaient demandé à ce monsieur au-dessus comment qu'il avait fait pour avoir un petit noir pour travailler. Et puis, bon, ben, lui, il avait expliqué, il a dit, tu vas à Guéret, puis là-bas, il y en a, et puis voilà. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des réunionnais à récupérer pour les faire travailler. J'avais 8 ans. Je suis arrivée par le train de Guéret jusqu'à Vieilleville. De Vieilleville, eh ben, on est venu à pied ici, ce qui fait à peu près 3 kilomètres. Et je me suis retrouvée, je vais dire complètement perdue, quoi. En plein milieu d'une ferme, ne sachant pas trop ce que c'était. Et un monde qui était pas mon univers. Comment vous aviez été accueilli dans la famille ici? D'un point de vue affectif, ça s'est passé comment avec ces gens-là? Avec affectif, vous arrivez dans une famille qui n'est pas vos parents. Je ne sais pas si on peut parler d'affection. C'est vrai qu'avec ma sœur, on se demandait quand est-ce qu'on repart, quand est-ce qu'on repart. On dit vous ne pouvez pas repartir parce que vos parents ils sont morts. Et vous avez retrouvé des traces de vos parents depuis? Ma mère, oui, est décédée. J'ai retrouvé sa sœur et mon papa. Et la famille que vous avez laissée là-bas, elle vous manque? Elle vous a manqué beaucoup? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et elle me manquera toujours parce que toutes les années que j'ai perdues, je ne pourrai jamais les rattraper à mon âge. À quoi vous pensiez quand vous étiez là, en Creuse? Les images de la Réunion qui vous revenaient, c'était quoi? Le soleil, la mer. Le petit Victoria est là, monsieur, dame. À la qualité est là, bien choisi, monsieur, dame. Ah bon? Monsieur, dame, les ananas. Au début des années 60, alors que la Creuse perd plusieurs milliers d'habitants chaque année, au milieu de l'océan Indien, les autorités de la Réunion sont inquiètes. L'île devient trop petite pour assurer un avenir à ses enfants, toujours plus nombreux. La population a explosé. Les Réunionnais ont fait toujours beaucoup d'enfants parce que c'était une nécessité pour conserver, je dirais presque la race. Parce qu'il y avait un écrêtement qui se faisait par le paludisme, les maladies, la mortalité infantile. Ça veut dire que la population, en moins de 25 ans, est passée de 250 000 habitants à plus de 500 000 habitants. L'expansion démographique était un problème absolument primordial. Et le Réunionnais s'est toujours tourné vers la migration comme une porte de sortie. Mais ça atteignait une telle ampleur, l'explosion démographique, qu'il fallait une conjonction de mesures pour essayer de juguler cette hausse de la population. Peut-être qu'il y avait le calcul aussi de dire, quand ils seront là-bas, ils pourront être assimilés, s'intégrer plus facilement étant des enfants. Je crois que c'était une méconnaissance totale. La misère est très grave, elle est souvent dramatique ici. Mais le climat, le soleil, la chaleur des parents permettaient aux enfants de tenir. Mais imaginez aujourd'hui un enfant de 5 ou 6 ans ou 4 ans transporté de la Réunion dans le climat du Cantal ou de la Creuse,
Vous vous rendez compte qu'ici, un enfant ne sait pas ce que c'est que la neige. Il ne sait pas ce que c'est que du givre ou de la glace. Et vous avez des récits de jeunes enfants qui disaient qu'ils étaient obligés, en hiver, de faire leur toilette en cassant la glace. Je suis parti en Creuse en 66, le 10 octobre 66 exactement. En arrivant, j'ai été mis dans une boulangerie-pâtisserie. Ça m'a pas plu, je me suis sauvé, ils m'ont ramené en foyer. Au foyer, ils m'ont replacé dans une famille pendant 2 ans. J'ai essayé de faire la scolarité, mais là aussi, des difficultés par rapport que j'étais pas suivi au niveau scolaire. J'ai vite été mis chez une boulangerie-pâtisserie encore une fois en apprentissage, que je dormais au-dessus de la boulangerie, quoi. Bon, après, là, je me suis puis sauvé. C'était quand même... je me suis résigné. Je me suis résigné à ma plus chocolat. Pour moi, c'était dur. Ce qui me manquait plus, ça aurait été l'alimentation. C'est-à-dire pouvoir goûter un petit rougail, ou un petit curry, fait même de riz, parce que le riz, j'ai pu manger après. C'est d'avoir une mère, d'être embrassé, même s'il y avait des difficultés ou quoi que ce soit, je ramasserais une claque ou une ceinture sur les fesses avec ma mère si j'avais fait une bêtise, mais c'est quand même ma mère, c'était quand même quelque chose de son sang. Je m'en souviens, l'image que j'ai toujours de mon père, c'est quand je le tenais dans la main. Vous savez, quand vous êtes petit, vous avez toujours les choses beaucoup plus grandes. Je le voyais, ses grosses mains me tenir par la main, et j'ai eu toujours jusqu'à maintenant, quand je tiens la main de mon fils ou de ma fille, c'est cette image. La menace? Ma mère allait faire la couture, faisait du ménage chez des gens. Je gardais mes sœurs et j'allais pas à l'école. C'est de ce fait-là qu'un jour, une 2 chevaux grise est venue me prendre. Et puis là, je vais vous dire franchement, quand cette 2 chevaux est venue me prendre et puis qu'on a pris la route de Salazie en montant à Elbourg, c'est un ancien cratère de volcan, il n'y a pas d'échappatoire à cette époque, puisqu'il y a un boyau et puis on monte à l'intérieur. C'est comme si on m'avait fait une piqûre, hein, on m'avait endormi. Vous aviez quel âge là? Là, j'avais 9 ans. Je me suis retrouvé à la PEP. La PEP, c'est un foyer de transition, un foyer provisoire pour enfants qui devaient partir ou en métropole ou qui devaient rester là en attendant que les parents les reprennent. Au bout de 2 jours que j'étais là-bas, je commençais à subir des raquettes. Au bout de 6 mois, on m'a violé. Ça, c'est ou les moniteurs ou des grands qui étaient là-bas. J'ai subi des passages à tabac. C'est eux qui nous rendaient violents aussi. Hein. Parce que vu la façon qu'ils nous frappaient à nous. Ils vous frappaient les éducateurs? Ah oui, oui. Et dur, hein. Oui. Surtout, il fallait pas rebiffer. Hein. Ben, c'était carrément de la maltraitance. Ah oui, c'était la maltraitance. Donc il y avait cette espèce de pression, de brimade permanente, d'humiliation psychologique, quoi. Hein. C'était dur. Il n'y avait qu'un seul échappatoire. Avant d'aller au dortoir, on fuguait. Moi, j'avais la trouille de partir. Mais je partais quand même parce que je ne pouvais plus supporter le traitement qui m'était infligé ici. Et je devais m'extirper de là. C'est ici qu'on vous a proposé de partir en métropole? Ben, c'est ici, même, tout en haut, là-bas, vers le bâtiment de l'administration. Il y avait une case créole, c'est là qu'on mettait en observation pour voir lequel était plus apte, parce qu'ils choisissaient quand même les gamins en fonction de leur état, les adoucir, et en fonction aussi à savoir si les parents prenaient des nouvelles. On croyait qu'on allait s'enfuir d'un enfer. En fait, on a rencontré un enfer là-bas qu'on ne savait pas. Puis ça existait.
les enfants étaient confiés à la DAS de la Réunion, au préfet de la Réunion, et c'est lui qui donc, si vous voulez, était garant du suivi juridique de la situation de ces enfants. Les enfants arrivaient et leur premier séjour était au niveau du foyer de l'enfance, hein, puisque c'était un peu le centre d'accueil et un peu le premier lieu d'accueil en fait dans le département. Et après, c'était bien au niveau du service de l'aide sociale à l'enfance de la Creuse de choisir les familles d'accueil. Voilà. Le but, c'était ça. Apporter de la main-d'œuvre aux agriculteurs, qu'ils soient du Gers, de la Lozère, du Tarn ou de la Creuse. Au départ, j'étais recruté comme un directeur de foyer, n'importe lequel, quoi. Mais quand j'ai visité le foyer, que j'ai vu qu'il y avait des petits Réunionnais, je me suis dit, il y a une coïncidence qui m'intéresse, quoi. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient là. On leur avait promis des vacances au retour à la Réunion. Ils ne voyaient rien venir. Donc, ils ont commencé, il y avait le feu qui couvait un petit peu sous la cendre, et j'étais recruté dans ce but-là, d'éteindre le feu. Ceux qui étaient placés comme commis fermiers ou dans les familles qu'on appelait les familles d'accueil. Ceux-là, je n'avais pas le droit de regarder, je ne savais pas comment. La seule chose que je voyais, c'est que les habits que moi je donnais 2 fois par an pour mes enfants de la Réunion, quand j'allais leur rendre visite, c'était sur les enfants de la maison. Eux, ils étaient en sabots, ils n'avaient rien. Même si, pour être clair, il y a eu peut-être quelques dérapages et quelques mauvais choix, c'est possible. Je crois que dans la globalité, les familles qui faisaient ça le faisaient effectivement par cœur et non pas par intérêt. Les familles qui accueillaient les enfants étaient rémunérées? Ah, bien sûr. Ils touchaient des allocations familiales, ils touchaient une participation. Ah oui, bien sûr. Sinon, vous pensez bien. Parce que c'était, pour certaines familles, c'était une source de revenus indéniable. Et ils avaient 3 enfants, ils en prenaient 3 ou 4 encore de la DAS. Et puis, ils percevaient à la fin du mois. Chaque mois, les allocations, et que sais-je encore. Ah oui, c'était la Réunion qui payait. Est-ce qu'on suivait la qualité de l'accueil par les familles? Est-ce que les services sociaux de l'époque se préoccupaient de cela? Alors, la réponse est oui, elle est très affirmative, parce qu'effectivement, lorsque l'on regarde les rapports qui ont été faits et que l'on regarde les dossiers des enfants, on retrouve effectivement les notes de suivi des travailleurs sociaux, et il y a eu un fort investissement du service d'aide sociale à l'enfance pour assurer le meilleur suivi de ces enfants. La DAS, une assistante sociale, est venue qu'une seule fois ici. C'est tout. Je les ai vus qu'une seule fois. Vous avez pu lui parler? Eh ben, non. Parce que lui, je me rappelle, il est venu me chercher dans un champ par là et il m'a dit que tu dis que tu es bien ici, sans s'agarre à toi. Donc je pouvais pas dire que j'étais mal. Ils ont souffert. C'est les Réunionnais placés dans les familles. Il y a quand même un pourcentage qui est bien placé. Il faut connaître ce que c'est. Il y a des gens qui s'occupaient des enfants, qui eux-mêmes n'avaient pas d'enfants, qui les cocoonaient un petit peu. Mais d'une manière générale, les enfants en avaient des ronds chapeaux. Des enfants qui ont eu de la chance, Jean Didier en fait partie. En arrivant en Creuse, il a été placé dans une famille sans enfants, à 200 mètres de ses 2 sœurs, Nicolette et Marie-Josée. Le directeur de la Réunion est venu, avec l'assistante sociale de la Creuse, quoi. Venez vers l'abbaye, là, justement. Et puis... Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, il y a des petits Réunionnais qui rentrent. Il m'a dit, est-ce que vous les voulez? Ah ben, j'ai dit que ce soit Réunionnais ou pas. J'ai dit, oui, ça ne me dérange pas. Il dit, oui, mais seulement ils sont bronzés. Mais j'ai dit, leur couleur ne me dérange pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire, hein. J'ai eu de la chance parce que j'étais l'unique enfant de la maison. Et comme ça, oui. Donc, ah, oui. comme il n'y avait pas d'autres enfants, bon, c'est sûr que tout se reportait sur moi. Ça, il a eu à peu près ce qu'il voulait, quoi. Vous avez des bons souvenirs ici? Oh oui, j'ai d'excellents souvenirs, j'ai plein de copains. Pour moi, ça ne s'est pas trop mal passé, en réalité. J'ai dit, ce petit, je le veux. Il était d'une beauté, puis il est resté, hein. Mais d'une beauté, alors, tellement il était beau. Je le veux. C'est mon gamin, je le veux. Vous ne vouliez pas prendre les 3 frères et sœurs en même temps? Non. J'avais peur de ça fasse 3 à la fois, vous voyez, parce que bon, c'était le premier, donc j'ai dit peut-être que j'aurais peut-être du mal à m'en sortir avec les 3.
Et j'ai regretté par la suite, j'ai regretté. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Ben, on a envie de savoir. Mais bon, c'est avec le recul. C'est quelques années plus tard. Moi, il y a une dizaine d'années que j'ai envie de savoir. Donc à partir de cette époque-là, on s'est mis à chercher. Il y a le palmier, il y a le palmier. Ouais, là où il y a le palmier, la case était là, à côté. C'était ici. Encore la case, hein. Ah non, la case elle y est plus. là, Justement, on il y a voit une plus. ruine là. La case elle n'y est plus. Ma mère elle était pauvre et tout, donc elle faisait des ménages. Elle travaillait beaucoup pour les sœurs et tout. Donc elle était logée gratuitement dans cette case, avec nous. Vous viviez avec qui là donc Avec mon frère et ma mère. On était que tous les trois. On était que tous les trois. C'est bien ici, hein, c'était là. C'est bien hier. Mais il n'y avait pas ces cases. Il n'y avait pas tous ces bazars. Et l'emplacement de la maison se trouvait à peu près là où il y a l'arbre. Ce petit fourré là, et puis le cocotier juste à côté. Et puis devant il y avait une cour tout en terre battue qui arrivait jusqu'à par là. Et puis après je me rappelle, là, il y avait ces arbres et tout là, qui étaient ici. Je peux voir où je suis né, que j'étais avec ma mère ici et tout. Et puis aujourd'hui à 49 ans, se retrouver là, ça fait quand même un choc. C'est quand même quelque chose. Ça serre le cœur. Dans les documents que la DRAS actuellement diffuse, c'est vrai qu'il est malgré tout difficile d'avoir le nombre exact d'enfants. On suppose qu'il y a eu un millier d'enfants qui sont partis durant une dizaine d'années. Mais il y a très peu d'enfants qui étaient ce qu'on appelait à l'époque les pupilles de l'État moralement abandonnés. Il y en a très peu. Dans certains cas, les enfants, les adolescents de l'époque ont souhaité revenir et il y a eu un refus. C'est ça qui leur a manqué le plus? Vous pensez à ces enfants à cette époque-là? Tout à fait. C'est leur famille? C'est leur famille, c'est la continuité de leur histoire dans leur famille. Je crois que c'est vraiment ça qui est très douloureux actuellement à vivre maintenant pour eux. On a des familles brisées aujourd'hui? Alors on a des adultes à qui manque quelque chose, qui ont pu se reconstruire pour la plupart, qui ont réussi dans leur vie professionnelle pour la plupart là aussi. Mais il y a toujours ce petit quelque chose qui manque, c'est-à-dire la continuité de ce lien entre leurs parents et eux. Comment ça rentre là? On rentre directement dans le bureau. Ah. Bonjour madame. Michel Calto. Nous avons des listes de dossiers qui ont été entreposés aux archives départementales. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons accéder à ces dossiers. En fait. Et ben, malheureusement, vos dossiers ne figurent pas. Puis alors, vos deux dossiers. Oui, voilà. Alors je vais vous montrer. Ici, c'est écrit RT. RT, cela voulait dire recueil temporaire. Recueil temporaire. Oui. Au départ. Et EG, ensuite, ça a été barré. On ne sait pas à quel moment. Et par contre, vous avez ici le numéro de matricule, ici le numéro de folio, mais je ne sais pas à quoi il correspond, peut-être à un autre registre. Alors c'est peut-être ce registre-là en fait qu'il faudrait retrouver. On a bien dû faire signer un papier à ma mère. Alors, non. Par contre, peut-être on a fait signer à votre mère, mais non, parce qu'elle était déjà décédée. Ce qu'on a retrouvé, nous, elle est décédée en 64, alors déjà, je faisais partie de la DAS déjà. Oui, mais non, votre mère, normalement, a peut-être... Elle ne m'a pas abandonné, de toute façon. Normalement, elle aurait dû signer le document, effectivement, à votre admission. Bon, donc, de cette époque-là, je ne comprends pas comment enlever de ma mère. Jusqu'en 64.
Et vous êtes parti en fait Et en 66, on nous a balancé dans un avion comme des bêtes sauvages. Ça, je suis arrivé en France en 66 à 13 ans et demi, alors que j'étais en âge de scolarité. On nous a placés dans des fermes pour faire les esclaves. Et de là, je me retrouve aujourd'hui, je suis revenu en 99. Donc, plus de famille, plus rien. Depuis, je fais des recherches et tout, et je m'aperçois que toutes mes familles sont décédées. Si la DAS avait réussi 50% de son opération, on pouvait lui trouver des circonstances atténuantes. En fait, elle a échoué sur 90%. Et aujourd'hui, vous avez des enfants qu'on a envoyés qui sont illettrés, qui sont restés illettrés. Des enfants qui étaient en carence affective grave et qui en ont souffert et qui se retrouvent aujourd'hui dans des unités psychiatriques abandonnées. Il y a eu des inégalités, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été plus équilibrés que d'autres. Il y a certains qui sont tombés parce que quand ils sont tombés dans de bonnes familles, on peut dire qu'ils ont eu un parcours, je dirais, plus humain. Vous voyez, dans une humanisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils reviennent au pays, ils questionnent, ils sont beaucoup plus dans la connaissance de leur histoire que dans la recherche elle-même. C'est différent. Mais là où il y a eu l'écueil, c'est quand vraiment ils sont tombés dans des familles qui les ont encore plus abîmés. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, l'île et les parents représentaient un havre inaccessible et puis une lutte et quelque chose qui s'est en même temps dégradé parce qu'après, ils n'ont pas pu construire leur famille, ils n'ont pas pu s'insérer socialement. Enfin, c'est tragique. Et merci de votre accueil. C'est votre accueil. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous recherchiez ici? Ben non, pour le moment. On est toujours au même point. On est toujours au même point. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Rien. Quelques informations me concernant, mais de là, j'ai aucun papier, j'ai rien. Je suis toujours dans le même cas. Toujours pareil. Depuis que vous êtes arrivé à La Réunion, vous avez retrouvé quoi de votre famille? J'ai retrouvé personne. Absolument personne. Vous avez eu des contacts avec des gens que vous auriez... J'avais eu contact avec quelqu'un qui croyait pouvoir m'aider et se disant membre de ma famille, mais maintenant il m'a dit de le laisser tranquille, donc je ne veux pas non plus agacer les gens. Peut-être plus tard ils se manifesteront d'eux-mêmes, et on verra bien. C'est difficile ça de n'avoir rien retrouvé pour l'instant? Très dur. C'est très dur. Ça va être vraiment l'apéro créole alors. Réunion, là, tu vois, les litchis, et les mangues. Ça c'est quoi, éponge coco? Certains ont réussi à retrouver la trace de leur famille perdue. Pas facile de renouer des liens distendus par des années d'exil. Le gâteau roulé que l'on fait nous. Ah oui. Michel et Liliane, est-ce que vous avez des souvenirs de vous deux quand vous étiez enfants? Moi non. Elle non, mais moi je oui. n'ai pas de souvenirs quand j'étais enfant. Je me rappelle de rien. Ben lui était plus grand, mais pas moi. J'étais l'aîné. Ça fait quoi quand on découvre qu'on a un frère? Ça te surprend un petit peu parce qu'on ne connaît pas. Bon, c'est vrai, de côté on dit ah bon, on a un frère, mais on n'a pas vécu ensemble. Et puis j'étais un peu surpris, vu sa couleur et ma couleur, surprise. Et quand vous l'avez vu pour la première fois, ça a été facile? On essayait de discuter, mais n'avait pas vraiment. J'étais pas vraiment attirée, quoi. Mais après, au fur et à mesure. Mais pas la spontanéité, quoi. Voilà, il n'y a pas eu cet élan de tendresse. Il a fallu recréer les C'est comme liens. si peut-être il y aurait eu cet élan de tendresse si je l'avais connu étant petit. Donc ça veut dire que tout ça, finalement, retisser les liens avec les racines qu'on peut avoir ici, c'est le fruit d'un travail, ça se fait pas tout seul, en fait. Non, ça se fait pas tout seul. Non. Il y a tout un cheminement. C'est-à-dire déjà ouvrir les portes de la mémoire. Faire remonter tout ça progressivement en surface, pas tout d'un coup. Mais faire remonter, mais de façon ordonnée. Or, quand on va ouvrir les portes de la mémoire, très souvent, elles sont pas vraiment véritablement classées. On prend ce qui arrive, ce qui est tel que ça arrive, tel que ça vient. Il y a des jours où ça va, puis il y a d'autres jours, on ne sait plus.
Puis il y a des moments où on ne sait plus comment faire non plus, pour pouvoir les aider, parce que bon, ben, vous savez, ils sont tellement perdus que pour les rattraper, ben, quelque part, c'est pas évident, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Disons que il faut savoir les écouter quand ils ont envie d'en parler. Surtout ne jamais poser de questions. Et quand ils ont commencé, parce que je crois que lui c'est pareil, quand ils ont commencé, ça dure longtemps des fois, mais c'est là qu'il faut écouter. Nous, on va dire qu'on s'est retrouvés. La famille est reconstituée depuis un petit moment. Hein. Mais pour ceux qui ont été séparés comme ça et qui ne se retrouveront jamais, qui ont perdu carrément leur identité, qui se retrouvent aujourd'hui sous une autre identité, sans savoir qu'ils ont des frères, des sœurs, ça, le problème est grave, très grave. Vous êtes où sur la photo là? Moi je suis bon, à l'endroit, je suis là. Bon, c'est pas à mon avantage. Hein. C'est en quelle année ça? C'était en 67. Ou alors je suis là, une qui a été agrandie, j'ai fait passer sous scanner, voilà, à Gisguéré. Qu'est-ce que vous avez découvert dans votre dossier là? Ben, j'ai découvert beaucoup de choses, que ma mère notamment voulait me récupérer et qu'ils ont refusé. Enfin, elle voulait me récupérer dans un premier temps pour quelques jours, pour que je passe quelques vacances avec elle. Alors, ce qui est bien, c'est que... Alors, monsieur le directeur de la population, c'est ma mère qui écrit, Madame Odette Nourri, datée du 26 avril 1965. Donc, j'étais à la PEP à Elbourg. Monsieur, j'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance, de bien vouloir me donner mon fils Nourri Alain pour 2 jours, samedi le 1er mai et dimanche 2 mai. Je crois qu'il est actuellement au foyer de pupilles à Elbourg. Et qu'est-ce qu'on lui avait répondu? Alors, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Mais c'est pas signé, alors on ne peut pas savoir comment il s'appelle. À Madame Odette Nourri à Les Elmars. Madame, suite à votre demande, j'ai le regret de vous faire connaître qu'il ne m'est pas possible de vous confier votre fils Alain pour le 1er et 2 mai. Les sorties ne seront en fait pas autorisées au cours de l'année scolaire. Veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées. Ça veut dire que c'est un refus catégorique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont choqué quand vous avez découvert votre dossier? Tout à fait. Il y a d'autres éléments qui sont contradictoires d'ailleurs, puisque, par exemple, ici, là, je vois comportement à la PEP. Il s'agit de moi, bien sûr, puisque c'était dans mon dossier. Nourri Michel Alain, né le 22 juillet 1952. Très bon comportement, bien adapté au groupe, enfant actif, toujours en pleine forme. Scolarité, CM2, classement premier sur 12 élèves, mention très bien, inscrit au tableau d'honneur. Bon élève, studieux et sérieux. Conclusion, aucun inconvénient à le replacer dans son milieu familial. Daté du 23/12/65. Donc j'avais toutes les caractéristiques de quelqu'un qui pouvait être remis dans sa famille. Et c'est contradictoire avec ce qu'on a vu tout à l'heure là. Voilà, c'est contradictoire sur le fait, comme on dit, mal adapté, parce que je refuse de céder aux pratiques homosexuelles du groupe. Ça, c'est dans une pièce de votre dossier, ça? Voilà, oui, tout à fait, oui, c'est écrit noir sur blanc. Bon. Comportement spectaculaire ou pathologique. Rejeté du groupe car refuse de se prêter aux manœuvres homosexuelles de ses camarades. Normalement, tout le monde doit être comme ça. Enfin, moi, je pense que c'était dans la bonne voie. J'allais pas me dévoyer si j'en avais pas envie. On n'a pas... En fait, on n'a pas d'éléments pour être un adulte normal. Ayant une enfance avec beaucoup de maltraitance, avec beaucoup de violence comme ça ne nous a pas permis d'asseoir une adolescence correcte. Et qui dit pas de bonne adolescence dit pas de vie adulte correcte non plus. Moi, ce que je reproche à l'État, c'est d'avoir volé mon enfance. Comment peut-on être adulte maintenant? Moi, qui rêve maintenant, qui joue à la PlayStation avec mon fils, parce que j'ai pas eu d'enfance. Et puis de nous avoir parqués comme des animaux. Comment l'État prend-il responsable, dit responsable, on va être responsable de vous, et nous mettre dans des endroits comme si c'était des prisons il y a je sais pas combien d'années, avec des rapes, des viols, de toutes choses. On peut pas décrire ça.
moi-même, les mots que je cherche, j'arrive pas. Parce que c'est toujours là, je n'arrive pas à comprendre. Moi, ce que je demande à l'État, c'est de reconnaître les faits, c'est-à-dire du trafic qu'ils ont fait avec nous, de la déportation, même c'est le mot qui a appartenu peut-être à la guerre, mais c'est vraiment une déportation qui a été faite de nous enfants. Certains monsieur qui arrivent ici à La Réunion, qui s'appelle Debré, qui dit père des enfants. Pourquoi moi, père, enfant maintenant, de 2 enfants, c'est pas parce que je suis père que j'ai le droit de tout faire pour eux. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Mais vous savez, et votre présence ici en témoigne, à quel point, à la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. Je sais que M. Debré approuvait ça dans la mesure où on pouvait trouver en France métropolitaine des familles qui acceptaient de recevoir les enfants. Et il était partisan d'une migration contrôlée dans ce domaine-là. Et pour lui-même, c'était donner une chance à ses enfants, et je peux vous dire que beaucoup de gens ont capté cette chance. Dans la situation coloniale de l'époque à La Réunion, une directive de M. Debré est un ordre quasi militaire. Et vous aviez des gens zélés à ce moment-là qui allaient partout et qui appliquaient avec énormément de zèle et de brutalité les directives. Il s'agissait de faire de la statistique. Moi, j'ai été recruté en 1962 pour m'occuper de la migration des travailleurs réunionnais en métropole. Debré est arrivé ici en 1963. Après son élection, dans les 2 mois, j'ai été reçu personnellement et c'est le seul parlementaire à l'époque qui s'intéressait à l'affaire. À chaque voyage ici, j'étais reçu par M. Debré, à qui je rendais compte personnellement de la façon dont ça marchait, des problèmes qu'on rencontrait, etc. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous demandait? Mon travail, le résultat de mon travail. Et il suivait plus particulièrement cette émigration des enfants? Non, pas plus particulièrement ça que le reste, parce qu'il s'occupait de tout, mais enfin, il suivait ça aussi. Le fait d'envoyer des gamins de tout jeunes là-bas, on ne pouvait pas se dire à l'époque que ça pouvait poser problème? Et à partir du moment où le service qui gérait ça, lui, il prenait la décision, je vois pas... De toute façon, il n'était pas question de s'opposer quoi que ce soit. Si on avait des problèmes de conscience à cette époque-là, on donnait sa démission, s'en allait. Moi, j'ai écrit à la Réunion. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas possibilité de les faire retourner, j'ai dit arrêtez le massacre, n'envoyez plus d'enfants. Monsieur Debré était au courant qu'il y avait des enfants qui étaient malheureux, que son opération ne marchait pas très bien en fait. Ah bien sûr. En quelle année vous avez envoyé votre lettre? En 70. C'est ça qui m'a valu des ennuis. Parce que j'ai envoyé cette lettre sans passer par la voie hiérarchique. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y avait M. Chartron, qui était préfet de la Creuse. On avait fait de la politique ensemble, on était bien, très bien. Et il m'a appelé, il m'a dit, monsieur, voilà, on va changer la formule du foyer. Vous n'avez plus votre place ici, vous êtes prié de payer vos gaules. On a fait un conseil d'administration extraordinaire. J'étais viré comme un malpropre. J'étais marqué en rouge, moi, ici. Ça fait partie de tout un système que je nommerai pas. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Je regrette rien de ce que j'ai fait. S'il faut refaire encore la même action pour que les enfants voient un petit peu plus clair, voient un peu de meilleure aide pour eux, je le ferai. Ça, il n'y a aucun problème. Indépendamment du fait qu'il y avait donc le député M. Debré, mais il y avait un certain Jean Barthes qui avait été muté en Creuse et qui peut-être a sauté sur l'occasion de faire venir beaucoup de marmailles là-bas pour justifier donc également la venue d'une assistante sociale qui était sa maîtresse. C'était qui ce Jean Barthes? Il était directeur de la DAS Réunion et il a été nommé directeur de la DAS Guéret, en Creuse.
Pourquoi il y a plus d'enfants visiblement qui ont été en Creuse plus que dans d'autres départements? Il semble que c'est un département qui visiblement accueillit plus de Réunionnais qu'ailleurs. Essentiellement, ma véation à moi, c'est la seule que je connaisse, c'est qu'il y avait des places disponibles dans les foyers de Creuse et le directeur de l'époque, lui, était en relation avec ces gens-là, il les connaissait et ça s'est fait comme beaucoup de choses en fonction des personnes, tu personnais. Il n'y a pas eu de... Ça a été fait comme ça. Lui, il savait, il a écrit à ses collègues et puis voilà comment ça s'est décidé. Moi, l'aviation que j'ai, qui m'a été donnée et qui me paraît tout à fait vraisemblable d'ailleurs. Donc pour parler clairement, M. Barthes a bien favorisé l'émigration, il a insisté pour qu'il y en ait pas mal qui aillent en Creuse, quoi. Il a bien aidé, quoi. Bien sûr. Le Populaire du Centre, 30 septembre 1966. S'il est un problème qui tracasse les élus de l'île de la Réunion, c'est bien celui de la démographie, à l'inverse de notre département qui se dépeuple à une cadence catastrophique. Monsieur Barthes, le directeur de l'action sanitaire et sociale de la Creuse, qui 4 ans durant fut le directeur du même service à la Réunion, nous a longuement parlé de ce problème qu'il connaît bien. Quand j'ai quitté la Réunion, on m'a demandé là-bas de trouver une solution pour placer en France des petits Réunionnais orphelins ou qui avaient été enlevés par décision de justice à leurs parents. À mon arrivée en Creuse, j'ai étudié ce problème et avec l'aide de quelques autorités compétentes, j'ai pu faire venir en Creuse une centaine d'enfants de 6 à 18 ans. Aujourd'hui, ils sont 150. Tous les employeurs qui ont pris comme apprentis ces jeunes gens s'en montrent extrêmement satisfaits. Tous les jours, le directeur de l'action sanitaire et sociale, M. Barthes, reçoit des demandes qu'il ne peut satisfaire, faute d'enfants à placer. Cette expérience d'envoi massif d'enfants de la Réunion dans un département de métropole est la première tentée. Il faut penser que devant les excellents résultats qui ont été enregistrés, elle sera renouvelée. Allô? Oui, monsieur Barthes? Oui, oui. Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir s'il serait possible de vous rencontrer pour discuter un petit peu de votre carrière en tant que directeur de la DAS. Vous êtes bien l'ancien directeur de la DAS de la Creuse et de la Réunion. Peut-être, mais sûrement pas. Vous je n'êtes pas... suis tenu au devoir de réserve, je reste dans le devoir de réserve. Bon, parce que c'était quand même bien vous qui étiez responsable de cette opération à l'époque. Je n'étais pas responsable de cette opération. Oui. C'est le monde politique. Un fonctionnaire n'obéit qu'aux politiques. Ah bon, donc ça veut dire que vous... Et au préfet. Je ne suis pas là pour critiquer ni M. Debré, ni le préfet, ni personne. Et je n'ai pas à raconter à la retraite ce que j'ai fait dans ma carrière. Il n'y a rien d'inavouable, mais ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Je suis à la retraite, je veux la paix. Ben oui, mais c'est dommage parce que vous allez être mis en cause et vous n'aurez pas l'occasion de donner votre point de vue. Je ne suis pas là pour me défendre, je m'en fous. Cherchez où vous voudrez, comme les 3/4 des intéressés sont déjà morts. Vous regrettez ce que vous avez fait à cette époque? Absolument pas. Pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Pourquoi vous ne voulez pas en parler alors à ce moment-là? Non, je n'en parlerai pas. Moi j'ai ma conscience pour moi, le reste j'en ai rien à foutre. Dans cette période des années 60, M. Debré avait affaire à un parti communiste qui avait une très forte influence, qui réclamait l'autonomie. Il y avait eu des émeutes ici de planteurs en 1962, en février 62. C'était une situation extrêmement agitée. Et la croissance démographique faisait que M. Debré a pensé que la solution ici, en dehors de la répression, était d'envoyer en métropole cette population excédentaire à ses yeux.
communiste était opposé à cette volonté d'émigration. Il développait des thèses autonomistes. Il savait que ça ne pourrait se développer, se réaliser que si la rue s'agitait. Quelle meilleure manière pour agiter la rue? Mettez le maximum de gens au chômage, à ne rien faire, et automatiquement, ça va créer des désordres sociaux. Donc cette émigration volontaire était un enjeu politique? C'est je dirais, une nécessité, une obligation politique. Les enfants de la Creuse, bien sûr, je les ai rencontrés quand j'étais informé par les assistantes sociales de la Réunion ou de la métropole. Je me suis rendu sur place. Vous avez alerté les gens sur des cas difficiles. Les uns comme les autres. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Les uns, à la limite, les uns qui étaient pour, sachant que ma prise de position n'était pas pour eux, eh bien j'étais communiste. Et pour les communistes et les socialo-communistes, eh bien sachant que je n'étais pas pour eux, je soutiendrais la politique de déportation de la droite, de Debré. Alors j'ai dit, c'est pas difficile, ben c'est voilà. Et au milieu, il y avait les enfants. Il y avait ceux qui souffraient, pas seulement les enfants, même les adolescents, même les adultes. Ça veut dire que derrière cette affaire, il y avait un problème politique? Et bien sûr, politique. Il faut savoir que on avait peur de cette crise sociale aiguë qui allait provoquer des petites révolutions. Devant le chômage grandissant, il fallait offrir quelque chose. Et alors on a fait partir des enfants, on a fait partir des adolescents. C'était ça la volonté de Michel Debré? C'était ça, mais le contexte social économique de l'époque entraînait cette prise de position politique, qu'on le veuille ou non. Eh oui. Ça m'a fait beaucoup de mal, quoi. C'est vrai que c'est bien ancré dans la tête et ça ne sort pas comme ça. Hein. Depuis longtemps? Ben oui, depuis que j'ai commencé à réaliser effectivement que je n'ai pas mérité une enfance comme ça, qu'il y avait des lois pour ça, pour protéger l'enfance, et ces lois-là ont été bafouées. Et depuis que j'ai réalisé ça, ça me fait de plus en plus mal. C'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que la douleur irait en diminuant avec le temps, mais c'est faux, c'est pas vrai. Au contraire, elle est tout le temps là, elle est tout le temps présente. Moi, j'ai été mis dans un foyer provisoirement d'observation. Je n'étais pas délinquant. Et tous les enfants, plus ou moins, qui étaient à la peine, n'étaient pas délinquants. Hein, il m'a fallu à certains moments de comprendre ce que j'étais moi, que non. Et il a fallu jusqu'à maintenant que je comprenne ce qui m'était arrivé. Et c'est encore plus douloureux. Après des années de silence, les enfants de La Réunion ont décidé de demander des comptes. Donc on m'a demandé pour venir ici. Tes parents ont signé pour ton départ, mais pas tous, hein. Oui. Pas tous. Hein. Oui, non, mais c'est possible. La plupart. Faut pas tout mélanger. Juste Jean-Rémy, le pouce. il est possible que tes parents ont signé. Mais est-ce qu'ils ont signé parfois sous forme de promesses, de contraintes? Le jour que mon père a signé, j'étais là. Mais est-ce qu'il était en mesure de pouvoir signer quelque chose? Parce que déjà il buvait. Donc est-ce qu'il était ce jour-là qu'il allait signer? Est-ce qu'il savait ce qu'il signait, hein? Et puis bon, il y a eu ce problème de ce billet pour retourner à La Réunion au cas si on n'était pas bien et tout ça. Et en fait, même à sa mort, personne m'a proposé un billet pour aller à son enterrement. Je me suis essayé de me tailler les veines avec des bouts de verre à l'école. J'ai essayé de me pendre.
Voilà. Parce que je comprenais rien, je posais des questions, on ne me répondait pas. On m'a emmené là-bas, je suis arrivé le soir, et le soir même, le paysan s'est chargé de me faire visiter la ferme. Il m'a dit demain à 5h30, tu seras debout, on va t'apprendre comment il faut soigner les bêtes. L'affaire a duré une semaine, et puis après de là, j'avais pris les choses en main, donc je me débrouillais tout seul. Ce monsieur ne se levait plus, il se levait à 9h du matin. Il avait son petit noir. J'avais quand même 60 bêtes à soigner. Il y a des anciens patrons, voire des anciennes patronnes, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, qui va nous dire c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Alors tenez bon, tenez tête à ça, hein, c'est tout. Hein. Ne vous laissez pas influencer par le taisez-vous, dites rien, faites pas ci, faites pas ça. On va essayer de donner la parole à... À mon avis, les choses sont malheureusement très claires. Même quand un enfant est dans un centre pénitentiaire, même quand un enfant est dans un foyer d'accueil, cet enfant n'est pas un objet qu'on déplace suivant les nécessités de la politique qu'on poursuit. C'est un être humain dont on doit tenir compte de l'identité et de l'avenir. En plus, il n'y a pas seulement les enfants de la DAS et les enfants des centres de redressement, il y a aussi les enfants qu'on a arrachés à des parents illettrés, en disant on va les envoyer en France pour leur formation, mais vous pourrez les voir et ils pourront rentrer. Et en fait, on extorque des parents leur signature par l'apposition d'un doigt parce qu'ils sont illettrés d'une empreinte digitale, qui sont un abandon complet de toute leur autorité parentale sur ces enfants. C'est une escroquerie. Ça, c'est un fait établi. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous allez pouvoir plaider. On a enlevé les enfants à leurs parents. Exactement. Il y a la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui ont décidé cela. Malheureusement, pour la justice, la plupart de ces personnes sont mortes. Et malheureusement, pour les quelques rares survivants, préfets ou responsables de la DAS, le délai de prescription même des crimes est passé. Je pense que dans le même esprit, l'État est responsable, parce que ce sont les services de l'État qui, à travers les individus, est responsable. Collectivement, nous sommes tous responsables de cette situation-là, et donc assigner l'État devant le tribunal administratif. On aurait dit à un de ces préfets, vous êtes préfet de Meurthe-et-Moselle, vous allez prendre tous les enfants de la DAS et les envoyer à La Réunion, il aurait refusé d'obéir. Le préfet qui est à La Réunion, on lui dit prenez ces enfants qui sont nés à La Réunion, où il y a une histoire différente de celle des autres départements français, faites-leur faire 10 000 kilomètres pour aller en France, dans la Creuse. Ils ont accepté de le faire. Je pense que de la part des fonctionnaires français, c'est particulièrement déshonorant. Cette affaire est emblématique à cet égard. Moi, je pense qu'elle est emblématique d'une situation coloniale qui existait à La Réunion, et situation coloniale qui s'accompagnait d'une violation des droits de l'homme, et d'un simple respect humain, d'ailleurs. Le lien familial du sang même, j'ai l'impression qu'on me l'a coupé. Tout ça, on l'a volé. C'est pour ça que ça s'appelle Racines en l'air, votre association, c'est ça? Vos racines, elles sont restées quelque part en l'air? Voilà, c'est-à-dire on prend un bananier, on essaye, on l'a enlevé, on l'a foutu là. C'est-à-dire on l'a mis et puis à lui se débrouiller de repousser, de faire son chemin. J'essaye quand même d'essayer de retrouver mes racines. Peut-être en faisant des choses que les autres ne font pas, en créolisant de ce que moi je suis. Mais je vois que j'aurai toujours quelque chose de cassé. Que même si je retrouvais ma terre ici, il y a toujours quelque chose qui me manque. Il me manque cette odeur ancienne, cette odeur de l'enfance, l'arbre qui pousse à faire mesure, qui donne son fruit et qu'il est endémique, qu'on parle des choses endémiques, il est de La Réunion. Hein, on peut partir 2 ans, 3 ans, c'est propre gré, mais tout en ayant dans la tête qu'on est de La Réunion. On est ici. Et moi, ça m'a manqué. J'essaye maintenant de retrouver tout ça.
Oui, on est venu tout à l'heure là-bas. Joli, hein?